Une pensée pour le Boeing 747. C'est la fin de cet avion. Le dernier 747 a été livré la semaine dernière par Boeing. Il n'y aura plus de 747 produits par Boeing. L'occasion pour moi de vous raconter non pas la fin du 747, mais le début. Est-ce que vous savez comment ça a commencé ? Retour en 1962. À l'époque, Boeing a un concurrent, c'est Lockheed. Et Lockheed produit un avion pour l'armée américaine. C'est le C-141 Starlifter. Alors cet avion de Lockheed a un souci. Quel est le problème ? C'est cet avion, si on le remplit complètement, eh bien on se rend compte qu'on aurait pu, avec les moteurs puissants qu'il a, en mettre plus. Donc c'est dommage, le fuselage est trop petit. Et ça fait réfléchir Boeing, le concurrent. Boeing se dit, mais si nous, on construisait pour l'armée un avion encore plus gros, avec une technologie de moteur à réaction similaire, eh bien, on pourrait améliorer la capacité d'emport et donc on aurait le marché de l'armée américaine. Et Boeing se sent capable de le construire, cet avion. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient fait le 707 avant et ils maîtrisaient, par exemple, très bien les technologies des volets, ce qui permettait de réduire les distances d'atterrissage. Et donc, il n'y aurait pas forcément besoin de construire des pistes extra longues pour accueillir ce nouvel avion militaire. L'armée américaine, qui suivait ça de près, se dit, on va demander à Boeing de nous faire une offre, puisqu'apparemment, ils ont l'air assez affûtés sur la capacité d'emport, qu'ils nous proposent un avion. Mais évidemment, il faut respecter les lois des appels d'offres, et donc, il faut respecter que le marché doit être ouvert. Donc, il demande à Boeing de leur faire une offre, mais il demande aussi à Lockheed et il demande aussi à Douglas. L'armée de l'air demande donc qu'on lui construise un avion nommé le C-5A. On est en juin 65. Et les gens de chez Boeing, ils sont plutôt confiants. Ils disent qu'ils ont bien réfléchi à la question et que, a priori, ils sont meilleurs que Lockheed, ils sont meilleurs que Douglas, donc ils vont l'avoir, le marché. Et là, grosse déception. Ils n'ont pas vu venir ce coup-là. En fait, c'est Lockheed qui remporte le marché de l'armée de l'air. Donc c'est ballot. Les gens de chez Boeing, ils ont réfléchi à un avion, ils ont fait tous les schémas, ils ont bien réfléchi au truc et ils n'ont pas le marché. Mais ils se disent, et si on faisait avec le même fuselage un avion civil ? Et là, il y a Juan Trippe. Vous vous rappelez que Juan Trippe, c'est le patron de la Pan Am. Rendez-vous sur la vidéo de Guillaume Desion qui vous explique ce que c'est que la Pan Am, son histoire et le rôle très important de Juan Trippe. Et donc Juan Trippe, patron de la Pan Am, la plus grande compagnie américaine, la compagnie internationale, la compagnie des vols transatlantiques, se dit « Ah, un gros avion, ça pourrait bien m'intéresser. » Et donc qu'est-ce qu'il fait, Juan Trippe ? Il appelle les trois concurrents, Boeing, Douglas et Lockheed, et il leur dit, moi je suis un peu comme l'armée de l'air, j'aimerais bien qu'on me propose un gros avion. Pourquoi ? Parce que il y a de plus en plus de passagers et ça serait rentable d'amortir les coûts en mettant beaucoup de passagers dans un avion. On arrive aux limites de la rentabilité du Boeing 707, qui est certes un avion à réaction, mais trop petit. Si on avait un avion 2,5 fois plus grand, ça se passerait mieux. Le truc, c'est que transformer un avion militaire, un projet militaire en projet civil, ça se fait pas comme ça. Il y a des modifications importantes à mettre en place. Douglas voit pas l'intérêt de revoir sa copie. Lockheed est parti sur autre chose puisqu'ils ont le marché américain de l'armée. Et Boeing, s'y colle. Donc, sous la direction de Joel Sutter, chef du service technique de Boeing, on prend le projet C-5A et on le modifie pour en faire un gros avion civil. Et on appelle ça le modèle 747. On imagine un fuselage large de 7 mètres, long de 70 mètres, et ça pourrait emporter 450 passagers à 1000 km/h. Alors côté Pan Am, on se frotte les mains. Juan Trippe, il est très impressionné. Et le 13 avril 66, il passe commande. Il achète 25 Boeing 747. C'est une commande de 525 millions de dollars, ce qui est considérable pour l'époque. Mais il y a des problèmes quand même. D'abord, pour construire un tel avion, il faut de l'espace, il faut des grands hangars. Et ça, Boeing, à cette époque-là, n'en a pas. Donc, ils sont obligés d'acheter un grand terrain de 325 hectares à Everett, près de Seattle, et de construire
la plus grande usine du monde. C'est déjà pas rien, parce que s'ils se plantent, ils mettent Boeing en faillite. Et se planter, c'est tout à fait possible à l'époque. Pourquoi? Parce que finalement, ça va être quoi l'avenir de l'aviation civile? Avec la réaction, on avait doublé les vitesses, doublé le nombre de passagers, très bien. Mais est-ce que l'avenir, ce serait pas plutôt le supersonique, pour doubler encore les vitesses? Parce qu'en face du Boeing 747, eh bien, il y a l'invention également, à la même époque, du Concorde, des avions supersoniques. C'est un pari. Et puis, un avion aussi énorme, avec 450 passagers, s'il se crache, ça fait 450 morts. C'est horrible. En termes d'image de marque pour Boeing, c'est une catastrophe. Alors on multiplie les redondances dans les circuits hydrauliques, on met en place un atterrisseur qui permet à l'avion de se poser, même si 2 des 4 trains d'atterrissage ne fonctionnent pas. Et puis on fait gaffe à des détails. Par exemple, dans l'escalier en colimaçon, qui va entre les 2 étages, entre les 2 ponts, eh bien on fait attention à ce que la rampe soit assez éloignée de la paroi, de manière à ce que s'il y a une turbulence, eh bien un passager ne se coince pas un bras entre la rampe et la paroi, par exemple. Mais c'est plein de petits détails comme ça. C'est un gros avion, c'est également un avion lourd, très lourd. Et il faut lui faire subir une cure d'amaigrissement. On modifie la voilure pour l'alléger, on met des jambes en titane sur le train d'atterrissage, on améliore le revêtement avec du Nomex, qui est une matière plastique ininflammable. Et ça y est, on est prêt pour le premier vol. On est le 9 février 1969. Mais ça commence mal. Il y a des vibrations dans les volets. Et on peut pas décoller comme ça. Bon, rien de grave, hein. C'est un défaut d'alignement au montage. Finalement, les vols d'essai se passent bien et on peut passer à l'exploitation de cet avion. Donc on est à New York, à l'aéroport Kennedy, et il y a 336 passagers qui montent à bord, et ça y est, on va y aller, on va faire le premier vol, grande inauguration, grand moment. C'est un vol transatlantique, un vol de la Paname, et on va aller en Europe en Boeing 747. Du moins, le croit-on. Et déjà, ça commence mal. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à fermer une porte. C'est bête, hein, mais décoller avec une porte qui ferme mal, ça fout les jetons un peu. Du coup, retard à cause de la porte. On arrive enfin à la fermer, et là, il y a un autre problème. On n'arrive pas à rentrer les bagages dans les temps. Alors on perd encore 25 minutes à remplir la soute. Bon, allez, ça y est, c'est bon, on va pouvoir y aller. On a fermé la porte, on a rempli les bagages. Allez, on fait le taxiway là, on va sur le taxiway et puis on va au seuil de piste. On est prêt à décoller, on est prêt, on fait la vérification. Et là, le pilote, il réalise qu'en fait, il y a les moteurs qui surchauffent. Ça va pas, on peut pas décoller avec des moteurs qui surchauffent. Alors, eh bien, on attend. Il faut vérifier tous les moteurs et on attend 7 heures au parking et on ne peut envisager à nouveau un décollage qu'à 2 heures du matin. Alors vous imaginez les passagers là, c'est le premier vol, ils sont pas super sécurisés quand même, hein. Cet avion, il a du mal à partir, c'est pas de très bon augure. Le problème c'est que l'avion, il est tellement lourd que pour le faire décoller, il faut pousser les moteurs à fond. Ce sont des moteurs Pratt & Whitney, des JT9D, et quand on les pousse à fond, eh bien ils surchauffent. Et s'ils surchauffent, eh bien il faut les réparer souvent. Bref, le début du Boeing 747 est décevant. Vous imaginez, vous êtes une compagnie aérienne et vous avez un avion, vous ne pouvez pas garantir à quelle heure il va vraiment partir. S'il y a des soucis de moteur, on préfère rester au parking et attendre quelques heures. Aussi, les compagnies aériennes, elles commencent à cogiter. Elles commencent à se dire, mais ça vaut vraiment la peine d'acheter un si gros avion? Est-ce qu'on va vraiment le remplir? Est-ce que les passagers ne vont pas s'en détourner? Parce qu'il y a les retards, mais il y a aussi le confort à bord qui a des soucis. Le PNC, le personnel, les stewards, les hôtesses, elles ont du mal à gérer autant de passagers. Rien que servir les repas, imaginez. Avec autant de passagers, il faut un service adéquat. Et c'est pas évident au début, donc il y a des gros retards. Alors on attend son repas, puis le vol se passe. Et puis parfois il arrivait même que certains repas ne soient carrément pas livrés parce qu'on n'a pas eu le temps de les donner. Et donc hop, pas de petit déjeuner. Et là, ça commence à inquiéter la Paname. Et à Charles Lindbergh, vous vous souvenez Charles Lindbergh, retour à la vidéo de Guillaume Dossion sur Charles Lindbergh. Charles Lindbergh, c'est la première personne, comme vous le savez, qui a traversé l'Atlantique dans le sens Amérique vers Europe. Eh bien, il se trouve que là, dans ces années-là, début des années 70, il est au conseil d'administration de la Paname. Et ça l'inquiète, lui, cette histoire de petit déjeuner. Faut faire gaffe au confort des passagers. Puis il y a aussi lorsque les bagages sont livrés.
Vous imaginez l'avalanche de bagages à chaque aéroport? Les aéroports ne sont pas dimensionnés pour ça. Alors à nouveau, on perd du temps, beaucoup de temps pour récupérer sa valise. Parfois plus d'1 heure. Alors ça va bien en classe éco, mais quand vous avez payé un tarif en première, alors on trouve des astuces. Paname propose de transformer la Bosse 247 en salle à manger classieuse pour les passagers de première classe, par exemple. Chez Continental, on aménage un petit bar sympa en classe éco, avec un petit piano super léger et le pianiste. Bon bref, le 747, ça démarre pas super bien. Mais par rapport au Concorde, ça démarre vachement bien en fait. Et l'avenir semble donner raison au transport en jumbo jet, en gros jet subsonique, plutôt qu'en supersonique. Songez que acheter un Concorde équivalait à acheter 3 Boeing 747. Donc rapidement, Juan Tripeux de la Paname, il se dit qu'il a fait le bon choix d'acheter des 747 et de pas donner suite à l'achat de Concorde. Finalement, c'est l'avion qu'il faut pour les longs courriers. Il vole à 950 km/h sur une distance de plus de 11 000 km. C'est le début de la success story des gros porteurs de chez Boeing. Il n'y aura pas de concurrence. Déjà parce qu'à l'époque, concurrence européenne, il n'y a pas. L'Airbus A300 en est au tout début et c'est vraiment pas un gros porteur. Et même plus tard, finalement, le 747 a survécu à l'A380. Sacrée durée de vie quand même pour cet avion, de 1969 à 2023. Voilà, comme vous le voyez derrière moi, le soleil s'est levé et il est temps pour moi d'aller au travail. À bientôt, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de mettre des commentaires. Salut!